autre sujet qui a été important pour toi ces dernières années, c'était le rachat de Rafa, dans lequel tu as été pas mal impliqué. Et ce qui était assez original, c'est que toi, tu l'as su assez tôt, visiblement, quand tu es arrivé dans la boîte, qu'il y avait un enjeu un jour de revendre la marque. Donc pas de tabou là-dessus, mais ce qui est original, c'est d'y participer et d'être, toi, actif dans la sélection de ton futur propriétaire. Ouais, alors j'étais surtout actif dans le contributeur peut-être, je sais pitch, pas, dans le pitch, plutôt que dans le dans la decision sélection des making. dossiers. Okay. Mais et raconte-moi comment ça s'est passé. Et toi, même si tu n'as pas été, je ne sais pas exactement dans quelle mesure, mais tu as quand même été sûrement influenceur pour le coup ou orienter un peu quelle société serait la meilleure pour vous et la plus à même de vous racheter et la plus compatible aussi avec votre univers. Ouais. Comment ça s'est passé ça? Et ça amène des questions intéressantes de savoir avec qui tu dois bosser et comment je me fais respecter et comment je fais en sorte que mon acheteur prolonge ma vision plutôt que la casse, quoi. Ouais, exactement. Ouais, non, alors voilà, c'était ma première expérience, tu vois, avoir toujours été dans des grands groupes avant, même si j'avais fait partie d'acquisition, tu vois, un de mes tout premiers rôles chez Procter, au final, avait été juste après l'acquisition par Procter de Gillette. Et par l'acquisition de Gillette était venue une marque Oral-B, tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, etc. Et j'avais eu la chance d'avoir le premier job donné à un proctérien dans une marque Gillette quelques mois après cette intégration. Donc j'avais vécu un petit peu, tu vois, la dynamique d'intégration en interne, etc. Mais j'avais jamais vécu une due deal, j'avais jamais vécu un process de pitch, etc. Donc clairement, tu vois, d'un point de vue perso, professionnel, ça a été super enrichissant. Un des plus gros insights, ça a été clairement de comprendre la logique de comment est-ce que tu balances la valorisation d'une marque et au final l'exit pour les shareholders historiques, et comment est-ce que tu t'assures de trouver une bonne balance entre maximiser cet exit-là, mais maximiser le futur développement de la marque et à quel point est-ce que, long terme, à la fois court terme et à la fois long terme, et à quel point est-ce que certains choix peuvent potentiellement compromettre l'ADN de la marque. Par exemple, voilà, nous, on était en discussion avec des fonds d'investissement private equity traditionnels, où au final, voilà, tu sais que l'outcome, c'est faire une exit à horizon 5 ans, 7 ans, un peu plus parfois, etc. Mais voilà, tu sais que tu es dans une relation pour quelques années et puis après, ce sera quelque chose d'autre. Sans doute que ça fera croître la marque d'un point de vue volume, mais voilà, est-ce que c'est sustainable, etc. Question mark. Après, on avait des discussions avec d'autres grands groupes qui, là, sont des discussions plus de logique de groupe. Par exemple, des groupes qui sont actifs dans le sportswear, mais qui ne sont pas actifs dans l'univers du vélo et qui vont voir l'acquisition comme un moyen d'étendre leur footprint et le font par le biais d'une acquisition d'une autre marque, et ils gardent une stratégie multimarque à travers un portefeuille qui vient aussi avec des questions et des implications en termes de oui, mais à quel point est-ce que je vais devoir fitter le moule de ces organisations-là, à quel point est-ce que je vais devoir fitter le moule de leur setup en interne, à quel point est-ce que je vais devoir diluer certains traits caractéristiques de notre ADN, à quel point est-ce que certaines des choses qui nous sont chères vont être données à tout le monde dans le portefeuille et tout le monde commence à faire la même chose. À quel point est-ce que voilà, des choses que nous, on voulait ne pas faire, à quel point est-ce qu'on va être obligé de les faire parce que... et puis là, on a au final eu la chance de compléter une transaction avec des investisseurs privés qui avaient une vraie passion pour le vélo, et de dire que c'est leur violon d'ingre et clairement un raccourci parce que voilà, c'est des businessmen et c'est des investisseurs et ils ont envie de développer la marque, mais ils ont une vision très 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 long terme et en final, voilà, on n'a pas nécessairement une logique de portfolio, une logique de private equity traditionnelle avec un time frame très, très short term. Mais clairement, voilà, ça m'a permis de, moi, apprendre beaucoup, puis aussi à réfléchir beaucoup, tu vois,
pour mes prochaines étapes à titre perso, il y a voilà, sans doute des choses que j'aurais envie de faire dans l'avenir, mais il y aura des choses dont je voudrais rester plus détaché parce que voilà. C'est moins tes sujets. Ce sera moins mes sujets, ce sera moins le type de relationship que je voudrais avoir avec des shareholders, ce sera moins voilà, une logique de groupe que je voudrais avoir, etc. etc. Toi, tu es très attaché au produit, à l'univers vélo. Maintenant que tu es CEO, tu es responsable de cette relation. Enfin, tu es très impliqué dans cette relation shareholders. Et tu as une vision peut-être plus chiffrée, plus reporting, plus financière, plus rentabilité aussi, tout ça. J'imagine que tu dois rendre des comptes. Comment ça s'est passé, ton arrivée en tant que CEO? Et tu n'étais pas CEO d'une autre marque avant, tu t'es créé ce rôle-là, tu t'es développé dans ce rôle-là. Comment s'est passée ton évolution perso et sur qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour te transformer, toi, dans ce rôle-là? Oui, non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est de loin l'étape la plus, en tout cas, difficile pour moi jusqu'à présent dans ma carrière. On dit souvent qu'un job de CEO, c'est un job qui est très lonely, qui est très solitaire et un peu coincé entre deux grosses forces. D'un côté, les actionnaires et de l'autre, le reste de l'organisation. Et au final, c'est vrai que tous les regards sont pointés sur une personne et une seule personne. Tous les regards sont pointés d'un point de vue shareholder, parce qu'au final, voilà, eux mettent quelqu'un in charge pour développer une roadmap et faire des choix stratégiques et exécuter ces choix-là. Et puis en interne, voilà, au final, je suis le company man pour tout le monde chez Rapha, avec voilà, les choses qui peuvent être populaires, les choses un petit peu moins populaires. Et voilà, tu vois, ça fait, c'est encore récent, ça fait juste 1 an que je suis dans cette position-là. Et c'est peut-être aussi encore plus compliqué à titre perso, parce que taking over d'un founder qui a été CEO du business pendant 20 ans et qui a été le seul CEO et le seul founder du business pendant 20 ans, et aussi une autre dynamique à gérer à plein de niveaux. Parce qu'il y a les fingerprints du fondateur partout, mais aussi parce qu'il y a peut-être une surcharge ou une charge émotionnelle qui est un petit peu plus élevée. En termes de choses que j'ai mises en place, la première, c'est de me faire aider. J'ai du coaching externe. J'ai quelques membres du board Rapha qui sont aussi très proches et qui ont très à cœur de m'aider, qui sont des gens qui viennent qui ont des grosses carrières, etc., mais qui viennent d'un univers un petit peu différent, mais qui permettent de contrebalancer pas mal de points de vue. Et qui m'aide aussi justement à appréhender cette relation avec le board et à anticiper certaines choses, etc. Le deuxième point, c'est d'être choiceful sur les choses où je pense pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée en interne. Je ne suis pas un opérateur by trade, je ne suis pas un financier by trade, je ne suis pas un expert de la plupart des topics en interne, mais il y a certaines parties du business où alors j'estime avoir un point de vue et une valeur ajoutée unique et plus grande, et c'est ces domaines-là où je choisis de passer pas le plus clair de mon temps, mais en tout cas une partie disproportionnée de mon temps. Et tu vois, toutes les thématiques de marque, toutes les thématiques de produits, toutes les thématiques d'expérience, toutes les thématiques clients, les thématiques de channel, de distribution, etc. J'apporterai sans doute moins de valeur sur le reporting financier, j'apporterai moins de valeur sur notre supply chain, j'apporterai moins de valeur sur certains choix qu'on fait au niveau tech, etc. etc.
Donc sur t'es plein fait entourer, d'aspects, quoi. je m'entoure de gens qui sont experts dans ces sujets-là. Je les trust et les empower parce que c'est eux qui mènent cette barque-là. Je check. Mon motto, c'est un peu trust but check. Je suis suffisamment impliqué parce que au final, je suis le CEO et je suis le seul CEO et je suis je suis le seul en charge de l'entièreté du business. Mais être choiceful sur les domaines là où je passe la plus claire de mon temps est sans doute une des choses les plus efficaces pour moi.